Bonjour, bonjour à toutes et tous. Vous êtes en train de rentrer au fur et à mesure dans le webinaire. Nous allons patienter, allez, 2-3 petites minutes pour être certain que voilà, tout le monde est arrivé. Et en attendant, donc, je, je vous laisse tranquillement vous installer. Je vous propose donc de commencer puisque ce webinaire est prévu pour durer jusqu'à donc midi. Et on a quand même pas mal de choses à vous dire, donc autant ne pas commencer trop en retard. Donc merci encore de vous être inscrit à ce webinaire donc, qui est proposé par le réseau Capter et donc par Alter Bourgogne-Franche-Comté qui coordonne le réseau Capter. Alter Bourgogne-Franche-Comté, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas très bien, parce que j'ai vu que dans les différents participants à ce webinaire, il y avait des personnes qui étaient hors région Bourgogne-Franche-Comté. On est quasiment international sur ce webinaire aujourd'hui. J'exagère un peu, mais bon, il y a donc des gens de Marseille et d'autres territoires. Donc, Alter Bourgogne-Franche-Comté, rapidement, c'est une agence qui a pour objectif notamment, enfin, qui a 4-5 objectifs, entre autres, améliorer la connaissance, construire une culture commune, favoriser la mise en pratique du développement durable. C'est aussi repenser les enjeux du développement durable. Et puis, bien sûr, c'est aussi, d'ailleurs, l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est d'accompagner les territoires dans la transition socio-écologique qui nous occupe et nous intéresse toutes et tous. Donc, dans ce cadre-là, Alter Bourgogne-Franche-Comté coordonne un certain nombre de réseaux d'acteurs du territoire, et notamment donc le réseau Capter, pour lequel aujourd'hui vous nous avez rejoint donc à travers ce webinaire qui porte sur développer un plan d'action territorial autour des questions de l'eau et de l'alimentation. Vaste sujet que dans quelques instants, donc, nos différents intervenants, nos deux intervenants, vous les voyez à la fois peut-être à l'écran, mais surtout, donc, vous les voyez là sur notre présentation. Donc, Lucie Liège, chargée de programme eau, alimentation, territoire au CPIE Yonne-et-Nièvre, donc, qui va dans quelques instants nous détailler justement son travail et comment précisément elle fait le lien entre l'eau et l'alimentation, entre autres. Et puis donc Paul-Émile Lézan, qui est directeur du pôle aménagement du territoire à la communauté de communes de Puisay-Forterre. Donc Puisay-Forterre, c'est dans l'Yonne, tout comme d'ailleurs le CPIE Yonne-et-Nièvre, deux territoires donc dans l'Yonne, au nord de la Bourgogne-Franche-Comté, au nord-ouest. Enfin bon, bref, un peu dans ce territoire géographique-là. Donc, je vais leur céder la parole, évidemment, dans quelques instants, parce que c'est eux les invités et pas moi. Moi, je vais juste reprendre un tout petit peu la présentation du réseau Capter en quelques instants pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait autour de ce réseau Capter et en quoi consistent les missions de ce réseau Capter. Donc, c'est un réseau qui a été créé en 2012 qui s'appelait Captage à l'époque, hein, et puis qui, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait une nécessité véritablement, comme vous le voyez là, d'inclure les captages dans des démarches territoriales qu'on a appelées des démarches territoriales intégrées. Enfin, c'est pas forcément nous qui l'avons appelé comme ça, mais donc avec cette volonté vraiment d'accompagner au plus près les territoires pour, comme ça l'est écrit, pour plus d'efficacité. Et du coup, on a légèrement modifié le nom pour transformer donc captage en Capter. Et donc, en 2019, c'est la naissance de ce réseau Capter, captage et approche territoriale, pour, comme donc on vous l'a dit là, aller au plus près dans cette logique d'accompagnement des territoires. Donc, le réseau Capter, qui ne diffère pas sensiblement, au fond, des missions d'Alter Bourgogne que je vous décrivais à l'instant, d'Alter Bourgogne-Franche-Comté, c'est mettre en lien les porteurs de projets, comme vous le voyez, pour favoriser les échanges et les synergies. Alors, l'idée, hein, vraiment, là, c'est quand on dit les porteurs de projets, c'est un certain nombre d'acteurs qu'on a énumérés là, même si l'énumération n'est pas exhaustive, hein, donc les services de l'État, les collectivités, les agriculteurs, les industriels, les associations, les acteurs privés, les entreprises, etc. Donc, cette volonté de mettre l'ensemble des acteurs autour de la table et de s'adresser à eux tous pour pouvoir justement avancer dans les animations de ce réseau. C'est ensuite donc de sensibiliser les différents acteurs, de les acculturer à la protection des captages via une approche territoriale, hein, donc d'où cette volonté de se rapprocher vraiment des territoires. Et puis enfin, c'est faciliter l'accès aux informations et valoriser les retours d'expérience. Donc l'idée d'un centre de ressources, en fait, en ligne notamment, mais pas qu'en ligne, hein, puisque l'objectif, c'est aussi vraiment d'aller à la rencontre des territoires, d'être sur le terrain, d'être à l'écoute des acteurs et de pouvoir, en fin de compte, au quotidien, animer ce réseau Capter.
Donc, les acteurs du réseau, ce sont d'abord évidemment les animateurs BAC, hein, c'est les animateurs de SAGE et de contrats de milieu, c'est les intervenants techniques. Voilà, vous l'avez sous les yeux, de la protection des captages, conseil agricole, services techniques de l'eau, les chargés de mission eau, agriculture et alimentation. Je précise juste de toute façon que ce webinaire est enregistré, ça vous avez dû le voir quand vous êtes rentré hein, dans la salle d'attente, et que donc vous le retrouverez en replay sur notre site d'ici une petite semaine, le temps de faire les différents montages nécessaires. Donc voilà, je passe un peu vite, puisqu'encore une fois, l'objectif, c'est de très vite arriver sur les présentations de Lucie et de Paul-Émile. Alors, un petit zoom peut-être sur les captages, même si la plupart d'entre vous, malgré tout, connaissez sur le bout des doigts, je suppose, en tous les cas, ce que c'est qu'un captage et les objectifs. Hein. Donc, voilà, on vous a présenté un petit schéma, ces captages hein, qui sont des ouvrages qui prélèvent la ressource en eau à la fois dans les rivières, dans les lacs, dans la nappe phréatique. Et cette ressource en eau prélevée sert notamment à la production d'eau potable après différentes étapes. Voilà, décrit en gros hein, l'objectif de ces captages. Je ne vais pas m'y attendre dessus, ne serait-ce que parce que Lucie va sans doute en parler un peu plus, et puis parce que les uns et les autres hein, qui nous avaient rejoints sur ce webinaire, vous connaissez, comme je le suppose, même si l'explicite est toujours mieux que l'implicite, mais malgré tout, voilà, je pense que vous connaissez les objectifs des captages. Alors, juste, et puis là, je passe la parole donc et j'arrête mon long monologue à Lucie. Eau et alimentation, et l'objectif, en fin de compte, est pourquoi on en est venu à s'interroger et à vous proposer notamment cette thématique autour du développement d'un plan d'action territorial prenant en compte les questions de l'eau et de l'alimentation. C'est parce que, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une nécessité de lier ces sujets. Ça, c'est grosso modo, tout le monde l'a bien compris. Mais en même temps, il y a peut-être une nécessité d'apporter des éléments méthodologiques pour justement bien mettre en lien, s'acculturer peut-être autour de ça. Et puis aussi parce que parfois, notamment, moi, j'ai eu la chance d'animer les projets alimentaires territoriaux l'an dernier. Et donc, j'ai coordonné l'ensemble des projets alimentaires territoriaux de Bourgogne-Franche-Comté, et je me suis aperçu en discutant avec les uns et les autres qu'il y avait une forme peut-être d'angle mort. Je serai peut-être démenti à un moment donné dans le débat qui s'engagera à la fin des interventions, mais en tous les cas, des interrogations vraiment sur la façon dont on pouvait mettre en œuvre et prendre en compte la question de l'eau dans les PAT. Et Fabienne Barato, comme vous le voyez à l'écran, qu'on a interviewé dans le cadre d'un repère qui est notre revue à Alter Bourgogne-Franche-Comté, notre revue qu'on sort une ou deux fois par an, et bien dans ce repère de 2021 consacré à l'alimentation, Fabienne Barato, qui est ingénieure de recherche donc à l'INRAE, spécialiste des questions de l'eau et de l'action collective autour de l'eau et de l'alimentation, disait la chose suivante, donc comme vous l'avez lu à l'instant hein, dans la bulle. En tendance, on ne peut pas dire que les projets alimentaires territoriaux intègrent l'eau dans leur réflexion globale sur l'alimentation, mais on note une acculturation progressive des différents acteurs de la société à une pensée plus systémique, à la capacité à décrypter les liens, les interrelations entre les pratiques, les modèles politiques et économiques, les secteurs d'intervention. Donc voilà, on ne part pas évidemment de rien, hein, ça on s'en doutait un peu, mais on note quand même ce besoin, comme le souligne Fabienne Barato ici, d'acculturation. Et c'est un peu l'objectif, effectivement, de ce webinaire, donc à la fois de vous fournir ces éléments de connaissance, mais également des éléments méthodologiques, de comprendre aussi comment le portage politique, ça, Paul-Émile nous en parlera là-dessus plus précisément, comment le portage politique est extrêmement important pour précisément que ce lien soit fait entre eau, territoire et alimentation. Voilà, c'est toutes ces questions et cette ambition globale qu'on souhaitait, à travers ce webinaire, vous présenter. Lucie, je te passe la parole à présent. Merci Antoine. Alors, merci, bonjour à tous. Donc, Lucie Liège, chargée du programme Eau Alimentation Territoire au CPIE Yonne-et-Nièvre. Donc, le CPIE, ça veut dire Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Je vais dire CPIE tout au long de ma présentation. Voilà. Et donc, ma présentation va porter sur comment favoriser la prise en compte conjointe de l'eau, de l'alimentation et du climat dans les projets de territoire. On avait fixé avec Antoine que vous pouvez poser des questions de compréhension dans le chat. Tu me dis, Antoine, si c'est bon, et qu'Antoine posera par la suite, mais sinon, le reste des questions seront plus tard. Mais voilà, si par exemple, j'oublie de détailler un acronyme et que du coup, ça freine la compréhension, n'hésitez pas à poser la question dans le chat. Alors, ma présentation va s'articuler en 4 parties. Tout d'abord, une présentation rapide du CPIE et du contexte territorial. Ensuite, une présentation du programme Eau Alimentation Territoire.
une partie plus pour comprendre les liens entre eau et alimentation, et une dernière sur comment favoriser la prise en compte conjointe de l'eau, de l'alimentation et du climat dans les projets de territoire. Donc, le CPIE Yonne-et-Nièvre est une association qui existe depuis 1986, qui s'appelait autrefois Station de recherche pluridisciplinaire d'Aimé, donc un lien historique avec la recherche, qui est située dans l'Yonne vers Saint-Sauveur-en-Puisé. Donc, en fait, l'association a été labellisée CPIE en 2021. CPIE, donc, c'est un réseau national d'associations avec aussi une structuration régionale. Donc, vous qui êtes notamment en Bourgogne-Franche-Comté, vous avez peut-être connaissance d'autres CPIE. L'objet du CPIE Yonne-et-Nièvre, c'est de valoriser les ressources environnementales, sociétales et économiques des territoires ruraux en les inscrivant dans l'avenir. Et la posture du CPIE, mais plus largement du réseau des CPIE, faut savoir que les CPIE ont longtemps été connus pour une approche plutôt d'éducation à l'environnement, mais maintenant l'approche qu'on vise vraiment à développer, c'est celle de la facilitation de l'action commune en territoire. Donc l'action commune, c'est notamment chercher à créer des synergies entre une diversité d'acteurs, donc que ce soit du public, du privé, et de la synergie entre des projets pour favoriser la transition écologique voilà, et solidaire. Donc, on a 3 programmes au CPIE Yonne-et-Nièvre, qui sont des programmes pluriannuels autour notamment des thématiques, donc des ressources. Un premier qui s'appelle Bocage, Trogne, Agroforesterie, qui est le programme historique de l'association. Un autre qui s'appelle Notre environnement demain, quelle éducation, plus proche de l'éducation à l'environnement, par exemple. Et le dernier, Eau, alimentation, territoire, sur lequel je travaille et que je vais vous présenter aujourd'hui. On est environ 4,5 ETP. Voilà. Et donc, je tiens à préciser pour la suite que cette posture de facilitation fait qu'on n'est pas toujours hyper pointu en termes techniques. On est plutôt dans une posture de facilitation. Et donc, par contre, on travaille énormément en partenariat avec beaucoup d'acteurs qui peuvent être, par exemple, le CAE, des syndicats de rivière, etc., pour cette complémentarité, justement, de compétences et d'approches. Donc, je reviens rapidement sur la diapo précédente puisque je n'ai pas détaillé notre territoire. Donc, on a notre siège dans l'Yonne. On a un territoire d'action qui couvre une bonne partie de l'Yonne, aussi le nord de la Nièvre et l'est du Loiret. On va dire qu'on est entre la Loire et l'Yonne, à cheval sur 2 bassins versants, donc aussi sur 2 agences de l'eau, un peu dans un espèce de territoire d'interface, en quelque sorte. Donc voilà, plus d'éléments sur le contexte territorial. Je vous ai remis la carte géologique. Donc là encore, on est un peu sur une zone d'interface entre la Beauce et le Morvan, sur différents socles géologiques qui créent vraiment une diversité de paysages, notamment avec une puisée, par exemple, qui va être plus humide, la forterre avec des terres plus séchantes. J'ai mis quelques éléments par la suite. Ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est qu'on est quand même sur un territoire très rural. Voilà, donc avec une occupation du sol qui est quand même majoritairement agricole. Quelques éléments sur l'eau rapidement. Vous avez sous les yeux l'état des prélèvements d'eau potable dans l'Yonne en 2016. Donc, c'est une carte qui est un peu ancienne, qui est issue de la charte départementale des bassins d'alimentation de captage. Mais ça permet de montrer quand même que la question de la qualité de l'eau et des problèmes de qualité de l'eau sont assez historiques. Dans l'Yonne, on a un certain nombre de captages qui ont été fermés ou alors où la qualité de l'eau est dégradée. Je vous ai mis en dessous des extraits de la presse qui font état de la sécheresse, la sécheresse, des impacts sur l'agriculture. Même si la qualité de l'eau est un problème historique, mais il y a des problèmes liés à la quantité d'eau qui sont croissants avec des déséquilibres spatio-temporels en fait, entre les besoins et les ressources qui s'accentuent. Voilà pour revenir rapidement. En termes agricoles, donc c'est des cartes simplifiées de l'occupation des sols. Ça fait des grandes tendances, mais c'est intéressant à voir quand même. On a quand même une bonne partie de l'Yonne qui est en grande culture, notamment avec au niveau de la puisée, donc plus à l'ouest, et du sud de l'Yonne, on va avoir un peu plus de polyculture élevage, notamment bovin-viande, de la viticulture dans certaines zones. Et pour le nord de la Nièvre, donc à l'ouest, on va avoir un peu de système de la grande culture, mais la Nièvre a beaucoup plus de polyculture élevage,
Voilà aussi élevage bovin viande. Ces cartes, elles cachent plein d'informations puisqu'on a aussi beaucoup d'élevage, par exemple, de poulets, mais je ne vais pas rentrer dans les détails puisqu'on n'a pas forcément le temps aujourd'hui. Pour le contexte, donc je vous ai remis des photos pour illustrer vraiment la diversité des paysages et des systèmes agricoles, une diversité de pratiques. Voilà. Et à droite, la carte de l'implantation des industries agroalimentaires en Bourgogne-Franche-Comté, juste pour illustrer que on est quand même, on est un territoire rural, un territoire un peu d'interface, mais Lyon reste quand même vraiment proche de Paris. Donc, c'est vraiment aussi quelque chose qui va influencer les circuits en termes d'alimentation. L'axe Paris-Lyon, on voit vraiment qu'il y a une concentration d'industries agroalimentaires qui est plus importante vers le nord de Lyon. Et après, c'est un peu plus vide, le nord de la Nièvre, peu d'industries agroalimentaires. Voilà, c'est intéressant et c'est plutôt de l'industrie agroalimentaire, on va dire de grande taille, entre guillemets, avec par exemple Yoplait, Jacquet, etc. Donc voilà pour un bilan, un aperçu rapide du territoire. On pourra en parler plus dans la phase de questions si vous voulez plus d'informations. Donc le programme Eau Alimentation Territoire, EAT ou même HIT pour les Antilles, c'est un programme pluriannuel qui est né en 2019 et qui est passé en phase plus opérationnelle en 2021. Suite notamment à notre réponse au programme national pour l'alimentation, où on a été lauréat sur le volet projet innovant et pilote. Donc ce programme, il est né vraiment d'une connaissance des enjeux du territoire, des membres de l'association, puisqu'on a aussi toute une partie de membres bénévoles, avec par exemple notre présidente qui est socio-anthropologue, un bénévole qui est pédologue, qui ont aussi voilà, leurs appétences. Et donc, ces constats des enjeux du territoire et aussi le travail avec plein de partenaires où on est vraiment dans une idée d'analyser les besoins des partenaires. Ça a amené à la formulation de ce programme en se disant, tiens, il y a vraiment des enjeux sur la question de l'eau. On aimerait aussi travailler sur l'alimentation. Est-ce que rapprocher eau et alimentation, ça ne serait pas un pari intéressant pour en fait traiter cette question environnementale à travers la question de l'alimentation, entre autres. Et ce passage aussi d'eau allié eau et alimentation aussi, ça permet de se dire qu'on inclut un système d'acteurs plus large et qu'en fait le changement de système alimentaire ne repose plus que sur les agriculteurs, mais je détaillerai ça par la suite. Donc l'objectif général du programme, c'est de renforcer la résilience des systèmes alimentaires territoriaux pour assurer une alimentation saine pour toutes et tous, qui préserve la ressource en eau et les milieux aquatiques aussi, bien évidemment. Donc, on a des financeurs divers, notamment publics, voilà, régions, départements, le plan de relance, les agences de l'eau et des communautés de communes, communautés d'agglomération sur certaines actions. Donc, voilà le programme Alimentation Territoire, son schéma général, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a plusieurs axes. Donc, un premier qui va être sur la prise en compte de la ressource en eau dans les projets alimentaires territoriaux. Donc, c'est notamment les actions dont je vais vous parler aujourd'hui. Un autre qui est davantage sur une gestion intégrée de l'eau pour l'alimentation des parcelles au territoire. Donc là, on va être une approche plus sur valoriser les pratiques agricoles et de voirie qui économisent l'eau, les expérimentations autour de la gestion des communs. Et un troisième axe, pour l'implication de tous afin d'accélérer la transition alimentaire du territoire, qui est aussi sur l'idée que chacun peut agir sur ces questions. Et donc, on ne mène pas que des actions voilà, avec les institutions, mais aussi des actions grand public. On a par exemple un programme pédagogique qui s'appelle De l'eau à la cantine. On fait des lectures de paysages, mais on est aussi en lien, par exemple, on anime un réseau de jardins collectifs. Et là, c'est intéressant puisqu'en fait, le lien eau-alimentation se fait puisque les jardins se questionnent beaucoup sur l'eau, notamment les économies d'eau. Voilà. Donc, pour faire rapide. Donc, je voulais rappeler rapidement, Antoine a rappelé ce qu'était un bassin d'alimentation de captage. Je voulais rappeler rapidement ce qu'est un PAT pour ceux qui viennent plus justement de l'eau, des acteurs de l'eau. Donc, pour reprendre la définition du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, un PAT est élaboré de manière concertée à l'initiative des acteurs d'un territoire
Les projets alimentaires territoriaux s'appuient sur un diagnostic partagé faisant un état des lieux de la production agricole et alimentaire locale, du besoin alimentaire du bassin de vie et identifiant les atouts et contraintes socio-économiques et environnementales du territoire. Il vise à donner un cadre stratégique et opérationnel à des actions partenariales répondant à des enjeux sociaux, environnementaux, économiques et de santé. L'alimentation devient alors un axe intégrateur et structurant de mise en cohérence des politiques sectorielles sur ce territoire. Donc voilà, ce qui est vraiment important, c'est le fait que ça soit élaboré de manière concertée avec l'ensemble des acteurs du système alimentaire, si possible. Donc je reviendrai par la suite sur une définition du système alimentaire. Et après, c'est une démarche projet assez classique, néanmoins, avec une phase diagnostic, stratégie, plan d'action, etc. À droite, la carte… oui. Lucie, on a peut-être un petit problème de son avec toi. Est-ce que tu peux couper ta caméra, peut-être, pour que le flux soit plus… Voilà, merci beaucoup. Oui, ça se peut, vu le milieu où on est. Alors, à droite, la carte des PAT en Bourgogne-Franche-Comté. C'est une carte qui date de début 2022, donc voilà, il y aura d'autres PAT sûrement prochainement en émergence, mais je trouvais quand même intéressant de vous montrer cette carte, au cas où vous n'avez pas connaissance des PAT à côté de chez vous, mais aussi pour illustrer que les PAT peuvent se faire à différentes échelles, peuvent être portés par différentes entités, parce qu'en fait, la compétence alimentation, aucun texte n'attribue vraiment de compétence générale. Chacun peut s'approprier en quelque sorte cette compétence, enfin, c'est dit de manière simplifiée. Et ça amène à se poser aussi la question de est-ce qu'il y a une échelle plus pertinente qu'une autre, laquelle, etc. Donc, on voit qu'il y a des PAT, notamment départementaux. Là, c'est intéressant parce que, par exemple, les conseils départementaux ont des compétences au niveau des collèges et sur le volet solidarité, donc on peut avoir des actions notamment sur ces volets-là. Mais que les PAT peuvent aussi se faire à l'échelle donc des PETR ou des communautés de communes, par exemple. Donc, diapo suivante. Donc, juste pour reprendre aussi l'ensemble des acteurs qui sont en général associés au PAT, donc agriculteurs, producteurs, société civile, acteurs de l'économie sociale et solidaire, entreprises et coopératives, organismes d'appui de recherche, collectivités territoriales. C'est intéressant donc ce schéma qui vient du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. On peut se rendre compte que les acteurs de l'environnement ne sont pas forcément identifiés spécialement dans ce schéma. En fait, il faut savoir que l'environnement dans les projets alimentaires territoriaux est souvent pris en compte sous l'aspect gaspillage alimentaire. C'est le réseau national des PAT qui faisait ce constat-là. Il y a des actions sur le gaspillage alimentaire. Il faut savoir qu'il y a aussi quand même des actions sur le volet développer l'agroécologie, mais qui ne sont pas forcément pensées pour la qualité de l'eau. C'est plutôt voilà, dans l'idée de développer une alimentation durable, etc. Donc voilà, l'eau qui est en quelque sorte un des parents pauvres des projets alimentaires territoriaux. C'était un des constats de base du programme Eau Alimentation Territoire qui a amené à commencer ce projet. Le début de ce programme s'est notamment fait par un stage d'état des lieux, en fait, qui sur la thématique rendre visible la place de l'eau dans les systèmes alimentaires territoriaux, qui a consisté par une enquête auprès des acteurs institutionnels de l'eau et de l'alimentation, donc notamment les communautés de communes, les syndicats de rivières, certains animateurs captage, pour voir en fait d'où partait chacun, comment chacun appréhendait ces liens entre l'eau et l'alimentation. Est-ce qu'ils avaient déjà mené des actions qui liaient ces deux thématiques, voilà, quels étaient les freins en fait de mener ces actions. Et donc, ça nous a conforté dans ce constat que l'eau était un parent pauvre des PAT. Pour parler rapidement des liens entre l'eau et l'alimentation, alors ce schéma, il peut faire assez peur puisqu'il est assez conséquent. En fait, vous avez au centre, en quelque sorte, la chaîne d'approvisionnement alimentaire, comment on va du champ à l'assiette. Et vous avez au-dessus, dans le grand rectangle bleu, tout ce qui va être un peu plus de dimension de l'environnement, mais de l'environnement aussi bien politique, économique, pour montrer qu'en fait, la chaîne d'approvisionnement alimentaire, elle se fait dans un environnement donné. C'est aussi pour ça qu'on parle de système alimentaire, puisque au-delà de ça, on voit par toutes les flèches qu'il y a sur ce schéma
que c'est un système, donc il y a un certain nombre d'interdépendances et donc d'influences entre les différents paramètres. Donc tout ça pour dire, à travers ce schéma, que l'eau, elle est en fait omniprésente au sein du système alimentaire. Donc l'eau, c'est la vie déjà, c'est ce qui constitue le corps humain, ce qui constitue une bonne partie des aliments. L'eau, c'est aussi ce qui permet de faire pousser, entre autres, la nourriture, les plantes, la nourriture, etc. L'eau, c'est aussi très utilisé dans les étapes de transformation, par exemple, pour tout ce qui va être aussi nettoyage, donc omniprésent dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Quand je parle à quelqu'un du programme Eau Alimentation Territoire, spontanément, on me dit souvent, ah oui, c'est le nombre de litres d'eau qu'il faut pour produire 1 kg de viande. Donc 15 000 litres d'eau, il me semble, pour le bœuf, pour 1 kg de viande. Donc ça, c'est aussi une dimension du lien entre eau et alimentation que nous, on a choisi. C'est pas notre principale entrée, puisqu'en fait, ces chiffres, ils sont assez compliqués à avoir sur quelle quantité d'eau pour produire quel aliment. Ils dépendent vraiment des pratiques agricoles qui sont mises en place, etc. Mais l'eau, elle est aussi omniprésente dans tout ce qui va permettre de produire. Dans l'eau, c'est la base notamment des paysages et des sols. Voilà comment ont été façonnés les paysages. Ce qui permet de produire aussi va être déterminé par la disponibilité en eau souterraine et superficielle. Donc, par exemple, l'eau disponible dans les sols, la réserve utile. On va aussi pouvoir produire l'alimentation selon les infrastructures qu'on a pour prélever l'eau. Par exemple, qu'est-ce qu'on a comme dispositif pour approvisionner en eau le bétail. Voilà. Sans rentrer dans les détails, de multiples liens entre l'eau et l'alimentation, en sachant que cette enquête qui a été faite dans le cadre du stage montrait qu'on a tendance à plutôt appréhender les relations entre l'eau et l'alimentation, souvent en s'arrêtant à l'étape eau-agriculture, puisqu'en fait, on a longtemps parlé de l'influence des pratiques agricoles sur la qualité de l'eau, mais nous, on essaye de dire que justement, il faut aller au-delà de cette relation eau-agriculture pour penser jusqu'à eau-alimentation, puisque l'agriculture, une des vocations premières de l'agriculture, c'est de produire de l'alimentation. Et donc, ça permet d'inclure, comme je le disais plus tôt, d'autres acteurs, puisque le mangeur devient aussi en fait concerné par cette relation eau-alimentation. Et donc, ça, c'était vraiment un choix important du CPIE. Voilà, pour faire rapide. Donc, il y a aussi des liens entre l'eau et l'alimentation qui peuvent être appréhendés sous le prisme de la santé. Il y avait des enquêtés qui avaient dit, par exemple, une alimentation propre commence par une eau propre. Voilà, voilà pour faire court. On pourra revenir par la suite, mais en fait, on s'est rendu compte lors de cette enquête que c'était assez dur d'appréhender ces liens entre l'eau et l'alimentation. En fait, les acteurs institutionnels rencontrés, c'était pas habituel en quelque sorte. Et pourquoi c'était pas habituel? Ce qui est ressorti comme cause, c'est sûrement lié à un historique en fait de fonctionnement en silo, entre guillemets, le fait que c'est des thématiques qui sont traitées de manière distincte, souvent par des structures différentes. Donc, par exemple, sur un territoire, un syndicat de rivière qui va travailler sur l'eau et une collectivité sur un PAT, sur l'alimentation. Donc, c'est pas les mêmes personnes qui travaillent dessus, c'est des structures différentes, ou même des fois, c'est au sein d'une même structure, mais des personnes qui travaillent pas forcément ensemble. Donc, des politiques publiques distinctes, parfois des divergences d'intérêts aussi qui peuvent faire qu'on n'a pas forcément les mêmes intérêts entre les acteurs de l'eau et de l'alimentation. Ou une autre cause évoquée, c'était le fait que le lien entre un territoire et ses ressources est fragilisé. C'est vrai qu'on ne sait pas forcément d'où vient l'eau qu'on boit si on ne s'interroge pas. Voilà, ça c'était les différentes causes qui avaient été évoquées par les enquêtés. Les conséquences, c'est notamment un éclatement des compétences, je vous en parlais, un manque d'interconnaissance entre les acteurs, et on a, c'est lié à l'éclatement des compétences, des territoires d'action différents. C'est pour ça que je vous ai mis cette carte à droite, donc qui date du rapport de stage, donc qui mériterait peut-être d'être actualisé, mais pour montrer en fait que illustrer la différence de territoire d'action. Je ne suis pas sûre que vous voyez ma souris. Non. D'accord.
Alors, voilà, j'ai entouré. Là, par exemple, vous avez la communauté de communes Puisé-Forterre que j'entoure de manière voilà, rapide. Donc là, l'idée, c'est par exemple que si la communauté de communes Puisé-Forterre développe un PAT, ça sera à cette échelle. Ensuite, si on zoome sur l'eau, à quelle échelle elle est appréhendée, donc si on se base sur l'échelle des aires d'alimentation de captage, donc ça va être sur cette partie-ci, par exemple. Et ensuite, si on cherche à savoir qui travaille sur l'aspect plutôt milieu aquatique, là, on va devoir se mettre à l'échelle plutôt des bassins versants. Et donc, les acteurs seront les syndicats de rivières. Et alors là, on se rend compte que ça devient encore plus complexe puisque la communauté de communes Puisé-Forterre voilà, est sur le bassin versant du Loing. Donc, les pages du Loing qui va avoir ce territoire d'action en orange, très mal entouré, mais elle va aussi être concernée par le bassin versant de Lyon, qui est géré par un syndicat de rivière qui s'appelle Lyon-Beuvron. Voilà, juste pour vous montrer à quel point il y a une complexité d'imbrication d'échelles et vraiment aussi des échelles d'action différentes, puisque c'est vrai que sur l'animation bassin d'alimentation de captage, on va se concentrer sur une zone qui est un bac et qui en fait s'imbrique dans un territoire beaucoup plus grand. Et aussi, si on parle des décalages d'échelle, puisque c'est vraiment un problème important et un axe de recherche, une ferme est en général sur plus que le bassin d'alimentation de captage. Voilà, dépasse. Donc, vraiment des imbrications complexes à appréhender et pour mettre en place des actions communes. Je parlais d'acteurs différents ou de manque d'interconnaissance, mais il y a aussi des acteurs qui travaillent sur eau et alimentation. Donc, eau et alimentation, pas forcément les connectants, mais si on prend l'exemple de la Chambre d'agriculture, la Chambre d'agriculture travaille sur la question de la qualité de l'eau en animant, par exemple, certaines démarches sur les bassins d'alimentation de captage, mais sont aussi présents sur le sujet de l'alimentation. Voilà. Donc, voilà. Donc, comment peut-on faire? Alors là, je vais vous citer des premières pistes, donc parce que ça fait un an et demi, un peu plus qu'on travaille dessus, et tout est à faire. Hein, voilà, comme je vous l'ai illustré, c'est pas historiquement connecté. Donc voilà, c'est des premières pistes, et après on pourra échanger dessus. Donc là, mes diapos vont être un peu plus denses, mais c'était aussi l'idée que le diaporama soit une ressource. Je ne parlerai sûrement pas de tout ce qu'il y a sur le diaporama. Donc, les besoins qui sont sortis lors de cette enquête pour favoriser le lien entre l'eau et l'alimentation. Donc, tout d'abord, revenir sur pourquoi faire le lien entre l'eau et l'alimentation. Donc, je vous ai montré, c'est très, très connecté, l'eau et les systèmes alimentaires. Et Antoine citait Fabienne Barato tout à l'heure. Elle disait également les pratiques agricoles qui préservent la qualité de l'eau contribuent aussi à des systèmes alimentaires plus sains et durables. Donc, il y a vraiment une convergence d'objectifs sur la question de la durabilité du système alimentaire. En fait, derrière l'alimentation et les actions qui sont faites, les actions agricoles qui sont faites pour améliorer la qualité de l'eau, il y a cette question de quel système agricole et alimentaire on aimerait voir se développer, on aimerait favoriser. On parle aussi au sein du programme EAT de quantité d'eau. C'est là qu'on fait le lien avec le climat parce que pour nous, c'est indispensable de parler des deux et la qualité et la quantité sont interconnectés. Donc, les besoins exprimés par les enquêtés lors du stage, c'était une mise en réseau, le besoin d'être outillé par des retours d'expérience, d'outiller les autres acteurs, donc non institutionnels, de valoriser l'existant, puisqu'il y a déjà plein de choses qui se font, une animation spécifique sur ces thématiques, de repenser les cadres d'action existants. Donc, en fait, je vous parle depuis tout à l'heure de ce stage aussi, puisqu'en fait, ça a permis, cette enquête auprès des acteurs institutionnels de l'eau et de l'alimentation, ça a permis de générer aussi une dynamique, puisqu'après, on a continué à les solliciter. Il y en a qui sont d'ailleurs présents aujourd'hui, à travers différentes actions qui se basaient sur les besoins qu'ils avaient exprimés. Donc, par exemple, on anime au CPIE des réunions qui s'appellent les petits-déj, qui sont en fait des réunions en ligne, voilà, des webinaires qui réunissent acteurs de l'eau et de l'alimentation et au cours duquel on va faire des partages de retours d'expérience, de ressources en format un peu plus réduit de ce qui se fait aujourd'hui.
Et ça a aussi pour vocation de faire de l'interconnaissance. Ça commence en visio en contexte Covid, donc ça ne favorise pas l'interconnaissance, les visios. Mais voilà, c'est quand même un travail qui permet d'amorcer ce que je vais illustrer par la suite. Donc maintenant, comment favoriser la prise en compte de l'eau dans les PAT? Donc pour nous, l'eau, elle peut être intégrée aux différentes étapes d'un PAT. Il y a des PAT qui sont à des stades différents. Voilà, c'est pas forcément trop tard pour intégrer l'eau, puisque ça peut être différentes approches. Ça peut être au niveau de l'identification des acteurs du système alimentaire local, se dire on va inviter les acteurs de l'eau dès cette étape, donc comme l'a fait la Puisée Forterre dans l'élaboration du PAT, où là c'est intéressant, en sachant qu'on peut aussi décider d'inviter les acteurs qui vont être plus sur la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, puisqu'il y a des axes d'action communs. Ça peut être intégrer l'eau aussi à la phase de diagnostic, en par exemple mettant dans les cahiers des charges des diagnostics des éléments sur l'environnement et notamment sur l'eau. Au niveau des étapes de stratégie, par exemple prendre en compte le climat, mais aussi à la définition du programme d'action, donc avoir dans son programme d'action des actions qui lient eau et alimentation. Donc, et aussi plusieurs modalités de coopération, je reviendrai dessus par la suite. Avant de rentrer dans le détail, donc nous on a un axe qui est sur la prise en compte de l'eau dans les PAT, mais on se rend compte en travaillant dessus que c'est aussi les PAT dans l'eau, en quelque sorte, que si les PAT associent les acteurs de l'eau, c'est peut-être intéressant aussi d'associer les acteurs des PAT lorsqu'on élabore un contrat territorial ou un contrat eau et climat, donc tous ces contrats qui sont sur la qualité de l'eau, en tout cas comme ils sont intitulés pour l'Agence de l'eau Seine-Normandie et Loire-Bretagne. En fait, derrière cette question, c'est la question de la gouvernance territoriale autour d'une thématique aussi transversale qu'est l'eau, puisqu'on se rend compte que l'eau peut aussi être présente dans les CLS. Par exemple, à droite, j'ai repris celui de Puisée-Forterre qui a une ligne projet de territoire sur la qualité de l'eau pour l'axe santé, la relation entre qualité de l'eau et santé. L'eau est aussi présente dans les plans climat, air, énergie territoriale. Donc là, c'est celui de la Comcom Avalon-Vézelay-Morvan qui a une action sur renforcer l'adaptation du territoire en matière de ressources en eau. Donc vraiment, l'eau et l'alimentation qui peuvent être présents dans une diversité de projets de territoire qui donc sont menés à différentes échelles, ce qui peut complexifier la création de projets communs, mais c'est se poser la question derrière ça de manière opérationnelle, comment on fait pour aborder un sujet aussi transversal que l'eau en favorisant la transversalité dans les projets de territoire. Donc, on en est arrivé au niveau de réflexion où on se dit qu'il y a plusieurs niveaux de coopération, plusieurs étapes aussi pour arriver à une coopération entre guillemets optimale. Donc, tout d'abord, apprendre à se connaître, l'acculturation et l'interconnaissance, puisqu'on se rend compte qu'on ne parle pas forcément les mêmes langages quand on est sur de l'entretien de rivière, par exemple, ou sur un travail sur la restauration collective. Donc, c'est apprendre à se rencontrer, apprendre à se connaître pour créer une dynamique. Ensuite, chercher à identifier les cadres, à connaître aussi les cadres d'action respectifs de chacun. Par exemple, avoir connaissance des zones à enjeu en tant que porteur d'un PAT, savoir où sont les aires d'alimentation de captage, puisque par exemple, on va peut-être pouvoir se dire par la suite, bah tiens, tel type d'action, j'ai un intérêt particulier à le développer sur l'aire d'alimentation de captage si je dois la mettre en place. Et ça peut aussi permettre de se créer une vigilance mutuelle sur les actions qu'on va mettre en place. Voilà, si on ne fait pas de projet commun, une vigilance mutuelle et une interconnaissance, ça paraît déjà bien, ça paraît déjà être quelque chose à développer. Mais si on va en quelque sorte sur l'étape d'après, c'est mettre en œuvre des projets et des actions communes. Pourquoi notamment parce que ça permettrait une mutualisation de moyens, des moyens humains, mais aussi des moyens financiers. C'est vrai que sur les PAT, il y a en général un animateur, donc qui a du temps pour certaines actions. C'est vrai que sur l'animation agricole, sur les captages, c'est aussi du temps qui peut être intéressant en lien avec des actions des PAT. Des moyens financiers, j'y reviendrai par la suite, et aussi parce que, voilà, je vous l'ai montré plus tôt, il y a une cohérence des objectifs en termes de durabilité du système. Donc, ce qui a déjà été fait, donc j'ai cité rapidement les petits déjeuners dont je vous ai déjà parlé et qui continuent, qui sont en ligne. On a aussi
cellule des PAT, donc se réunissent différents chargés de mission PAT. J'espère que j'ai des problèmes de connexion, visiblement, j'espère que vous m'entendez. Et donc, la cellule des PAT dans Lyon, il y en a une qui s'est tenue sur le sujet de l'eau. Donc, on a eu des présentations de l'OCL Normandie, d'autres Paris, voilà, d'autres. Et c'était vraiment intéressant de remettre à plat et parler de l'eau, voilà, entre les PAT. Ensuite, il y a d'autres initiatives à tester, à imaginer. Soit, par exemple, peut-être mettre un groupe thématique sur l'eau, le climat, les sols au sein d'un PAT. Ça, on l'a évoqué, par exemple, pour le PAT de la pluie et Forterre. Ou peut-être de créer un groupe sur l'eau transversal à plusieurs projets de territoire. Ça, on y avait réfléchi, par exemple, avec le Pays Avallonnais qui porte un PAT sur, alors eux, ils ont l'eau dans le CLS, il y a l'eau dans le PCAET, ils voudraient prendre en compte l'eau dans le PAT. Est-ce qu'il faut penser une gouvernance qui est transversale à ces projets de territoire-là sur la question de l'eau? Donc là, ça reste à tester. Il n'y a sûrement pas une solution. C'est sûrement plein de solutions à adapter selon les territoires. Donc, des projets communs et actions communes, je voulais vous citer des axes de travail communs, c'est-à-dire sur lesquels les chargés de mission PAT travaillent, mais également les acteurs de l'eau. Donc, on peut retrouver l'accompagnement au changement de pratique sur le fait de développer des cultures à bas niveau d'impact. Donc, par exemple, le chanvre, le sorgho, la luzerne, etc. De développer les pratiques et infrastructures agroécologiques. On se rend compte que les acteurs de l'eau font de l'animation agricole dans ce sens-là et mènent de plus en plus des réflexions autour des thématiques de filière, puisque pour favoriser le changement de pratique, avoir derrière des débouchés économiques, c'est toujours à proposer, c'est toujours une plus-value. Et là, il y a vraiment un intérêt à travailler avec les PAT, puisqu'en fait, les PAT permettent aussi d'inclure les consommateurs, puisque les PAT sont à l'interface avec les consommateurs, mais aussi, par exemple, de mobiliser le levier de la restauration collective. Les PAT ont beaucoup d'actions sur la restauration collective. Donc, les actions communes peuvent porter, par exemple, sur la structuration de filières, sur les paiements pour services environnementaux, sur la création de marques ou de labels, la promotion de l'arbre. Donc, je vous ai mis à droite des retours d'expérience. Il y aura les liens, en fait, quand vous cliquez dessus. Pour illustrer, donc, par exemple, Haute-Paris qui a mis en place des paiements pour services environnementaux. On pourra revenir dessus par la suite. Une association de producteurs qui s'est créée, qui propose des légumes en bio, farine, huile, pâtes, etc. Donc, Haute-Paris mène une animation agricole puisque c'est la régie de distribution de l'eau à Paris, mais par ses actions a permis d'avancer sur des questions d'alimentation auprès des collectivités, des particuliers, etc. Le projet agriculture durable du Châtillonnais qui, au-delà des PSE, a déjà construit les paiements pour services environnementaux avec les agriculteurs, ça c'est particulièrement intéressant, et ajoute à cela une réflexion sur les filières, et là c'est intéressant puisque les PSE, déjà on ne peut pas forcément relancer des PSE, c'est dépendant du financement agence de l'eau, et aussi quand les financements agences de l'eau s'arrêtent, comment on continue à mettre en place des PSE. Donc là, ils souhaitent connecter ça avec une réflexion sur les filières. Je ne rentre pas dans le détail. Le PAT du Grand Poitiers, qui est un des PAT qu'on a identifié, qui prend en compte l'eau. Alors, un des constats de base, c'est l'eau est la première denrée alimentaire. Et en fait, historiquement, c'était plutôt la direction eau et assainissement qui traitait des questions agricoles, notamment parce qu'ils ont un certain nombre de captages prioritaires, donc par l'animation agricole. Et donc, lorsqu'un PAT est développé, les deux directions ont travaillé ensemble et étaient déjà en fait sensibilisés en quelque sorte à cette thématique. Et le PAT intègre des actions sur les filières qui sont aussi en lien avec la qualité de l'eau, qui se travaille sur le développement d'une filière chanvre, avec entre autres des débouchés en restauration collective. Donc là, ça montre comment il y a un intérêt à travailler entre acteurs de l'eau et de l'alimentation. Je vous ai mis d'autres exemples, Terre de Source, Bioribou Verdon, juste pour illustrer aussi qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui amènent à développer des marques ou des labels pour valoriser en fait les actions des agriculteurs vis-à-vis de la qualité de l'eau. Et là, on voit vraiment qu'on cherche à impliquer le consommateur, en fait, à rendre visible. Pour moi, la marque et le label, ça permet aussi de pallier le constat que c'est dur de connecter, on n'est pas habitué à connecter eau et alimentation. Et là, la marque rend visible ces liens. Il y a des axes de travail communs aussi sur la maîtrise des stratégies foncières. En fait, le sol est une des interfaces entre l'eau et l'alimentation et l'aménagement du territoire et aussi à la croisée de ces différents enjeux.
Donc, ce qui peut être commun comme, en termes d'action, ça serait par exemple de faire un état des lieux des sols et de leur potentiel agronomique pour voir où est-ce qu'il vaut mieux développer certaines pratiques agricoles, là où il y a, par exemple, d'autres enjeux qui peuvent être plutôt zones humides, etc. De faire des échanges de terres, des préemptions. En fait, c'est sur cette question de comment on utilise le foncier, donc aussi des questions autour de l'installation-transmission qui peuvent être communes aux acteurs de l'eau et de l'alimentation. Et après, développer par la suite des systèmes, par exemple, de baux ruraux environnementaux qui permettent de limiter les pratiques qui sont faites sur les terres qui ont été récupérées, par exemple, par la collectivité. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Là, on voit qu'il y a des liens avec les PLUI, par exemple, avec les dispositifs Petites Villes de demain. Donc, des initiatives, le CPIE Yonne-et-Nièvre est associé depuis 2023 à un projet qui s'appelle Clé de sol, qui vise à améliorer la cartographie des sols aux échelles territoriales et de diffuser une meilleure connaissance des sols et enjeux. C'est un projet qui est porté par l'Union des CPIE, l'INRA, FNE, la Chambre d'agriculture Grand Est. Et en fait, voilà, ça va permettre de... C'est vrai que le sol, c'est souvent un peu invisibilisé et pourtant, c'est très intéressant, la question du sol et à l'interface entre les différentes thématiques dont on parlait. Un retour d'expérience intéressant, c'est celui de la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire, qui a mis en place une stratégie foncière qui est passée notamment par l'acquisition de foncier sur la zone sensible de l'aire d'alimentation de captage. Ils ont acquis 24 hectares pour l'instant. En travaillant avec la SAFER, il y a eu un classement ENS aussi qui a facilité l'acquisition foncière. Et ils ont mis en gestion les parcelles par 2 structures locales. Donc là, un chantier d'insertion en maraîchage et aussi une zone de production de fourrage pour le lycée professionnel. Donc là, il y a vraiment un lien entre PAT et Action pour la qualité de l'eau, puisque souvent les PAT veulent développer des chantiers, par les PAT, on veut développer des chantiers d'insertion en maraîchage. Donc là, vraiment un intérêt à travailler ensemble, par exemple. Un autre axe d'action commune, de travail commune, c'est l'adaptation au changement climatique, avec un enjeu de maintien du fonctionnement des milieux et de la souveraineté alimentaire. C'est vrai que pour l'instant, moi, l'impression que ça me donne, c'est que on a encore du mal à voir comment se saisir de cet enjeu quantité d'eau en termes d'adaptation au changement climatique. Ça n'avait pas forcément été facile de trouver des retours d'expérience là-dessus, puisqu'on en est vraiment, j'ai l'impression qu'on en est encore en stade vraiment recherche et animation pour identifier qu'est-ce qui pourrait être fait. Donc, pour moi, c'est vraiment un besoin, enfin, un enjeu fort à travailler sur cette adaptation au changement climatique pour garantir demain la souveraineté alimentaire, notamment. Et donc, une question ouverte aussi. Moi, j'avais pas l'impression que c'était une entrée qui était très fréquente lorsqu'on fait de l'animation agricole sur les aires d'alimentation de captage. C'est plutôt une entrée qualité de l'eau. Mais voilà, est-ce que le changement climatique est pris en compte? Bon, c'est une difficulté supplémentaire de prendre en compte, mais c'est un questionnement ouvert. Donc, les actions qui peuvent être menées et communes, c'est par exemple la recherche et l'animation sur les économies d'eau, sur l'adaptation des cultures et des variétés, sur par exemple l'irrigation également, sur les pratiques agroécologiques, puisque par exemple la haie va permettre de créer des microclimats et donc potentiellement de mieux s'adapter au changement climatique. Tout ça, c'est des actions qui sont mises en place dans les PAT, qui peuvent être mises en place dans les PAT, mais aussi sur la question de la qualité de l'eau. Voilà, ça peut être en lien avec les projets de territoire pour la gestion de l'eau. C'est vrai qu'il y en a un dans l'UE au niveau du syndicat du bassin versant de l'Armançon et du Serein, et c'est intéressant cette démarche d'aller quantifier les besoins et les usages de l'eau pour après aller sur un plan d'action. Voilà, des initiatives intéressantes, donc des ressources, surtout l'Observatoire régional de l'agriculture et du changement climatique qui fait un état de l'impact du changement climatique sur les cultures, mais aussi des pistes d'adaptation, une prospective de la région Bourgogne-Franche-Comté. Au sein du CPIE, on a plusieurs projets qu'on aimerait développer, c'est en cours. On aimerait les développer avec différents partenaires, donc créer un réseau d'échange entre agriculteurs sur les bonnes pratiques de gestion de l'eau, et là aussi bien quantité que qualité, puisqu'on se dit qu'il y a déjà des agriculteurs qui font des choses pour s'adapter, parce qu'ils n'ont pas le choix, et qu'il y a un intérêt à partager et à montrer aussi au grand public ce qui est déjà fait. Et un projet sur les citernes aussi, qui sont des réservoirs enterrés sous les maisons, qui en fait sont approvisionnés par l'eau de pluie, c'est aussi présent sous les fermes.
Et donc, il y a plein de savoirs autour des économies d'eau qui sont liés aux citernes, qui sont un peu perdus, et vraiment un intérêt à les raviver et voir si c'est pas une future, pas innovation du coup, puisque c'est un système du passé, mais à réapprendre à faire pour demain. Voilà. Les axes de travail, l'axe de travail commun en fait qui est précédent, qui est transversal au précédent point, c'est la sensibilisation et la concertation qui nous paraissent être indispensables pour ce type de projet, notamment puisqu'en fait pour inclure en fait penser l'animation agricole sur les bassins d'alimentation de captage au-delà d'une animation agricole en fait, puisqu'il y a d'autres acteurs à impliquer. Les élus peuvent faire partie de l'animation et aussi les citoyens, notamment dans cette idée de rendre visibles les liens entre l'eau et l'alimentation, de favoriser l'engagement, de renforcer le pouvoir d'agir de chacun. Et vraiment une approche en CPIE où on prône le fait que la sensibilisation ne soit pas juste une action de communication, mais vraiment une manière d'embarquer dans un projet, de mobiliser. Donc là, un exemple intéressant, c'est par exemple à Canet-d'Aude, un animateur qui était particulièrement sensible à ça et qui s'est rendu compte que pour restaurer la qualité de l'eau, il fallait aussi restaurer les liens qui étaient endommagés entre les acteurs. Et qui a mobilisé la démarche Copico, tout de suite après, et qui a fait des ateliers participatifs autour de l'usage des parcelles communales attenantes au puits, donc au captage, et que ça a permis de faire émerger en fait des projets citoyens qui pourraient se développer sur ces zones particulièrement sensibles et donc où il ne fallait pas mettre en place certaines pratiques agricoles. Donc il y avait des réflexions autour d'un parcours santé, d'une forêt comestible, etc. Je vous ai mis le lien, c'est intéressant. Et la démarche Coplico, pour faire bref, c'est une démarche participative de conception et d'évaluation de scénarios de territoire autour de la question de l'eau, mais de l'eau aussi bien en qualité qu'en quantité, mais les scénarios qui sont imaginés permettent aussi d'avoir des dimensions, permettent aussi de voir comment les pratiques qui seraient développées ont une influence aussi sur la rentabilité, sur le temps de travail. Donc vraiment de mener une réflexion collective mobilise sur quel on se développer, favoriser pour là et pour développer ces différents axes de travail des indispensables, notamment la volonté politique et la prise en compte du temps long, puisque le temps long c'est le propre des systèmes vivants, voilà. Et la volonté politique, pour faire un petit coup de pub, mais aussi parce que c'est intéressant. On s'est rendu compte qu'il y a de plus en plus de PAT sur notre territoire qui souhaiteraient intégrer la question de l'eau. Donc, par exemple, l'Accusé-Forterre, il y aurait peut-être l'eau qui serait intégrée, le pays Avallonné, on en a déjà discuté, le pays Nivernais-Morvan dans la Nièvre. Donc ça, c'est notamment le fruit du travail qu'on mène depuis 1 an et demi. Mais c'est des chargés de mission qui parfois me disent oui, mais enfin, je me rends compte que les chargés de mission ont envie, mais qu'il y a aussi l'étape où il faut que ça soit validé par les élus, que les élus aient voilà, conscience de ces enjeux. Et donc, on met en place une formation sur l'eau à destination des élus. Donc là, c'est sur l'eau au sens large, puisqu'on se rend compte qu'il y a vraiment un besoin. Mais on a souhaité intégrer dans le dispositif de formation aussi une journée dédiée à l'alimentation et l'arbre, de levier pour préserver les ressources et les milieux, et pour vraiment faire le lien, enfin voilà, sensibiliser sur ces questions de lien entre eau, alimentation, PAT, etc. Donc je m'arrête là parce que j'ai déjà été très longue. Merci de votre attention et on pourra en échanger par la suite. Merci beaucoup Lucie. C'était, je pense, très clair et avec beaucoup d'enjeux présentés, des leviers, enfin, présentation très complète. Alors, on a eu quelques petits soucis de son, mais je pense que ça n'a pas trop perturbé l'intervention. Et de toute façon, comme on vous l'avait déjà dit, vous retrouverez le PowerPoint de Lucie sur donc, le site d'Alter. Et puis, je suis sûr, Lucie, je ne prends pas trop d'engagement là-dessus, mais que si jamais des participants veulent te contacter directement, ils pourront le faire pour avoir des précisions sur ce que tu as posé là.
Tu as évoqué justement le rôle central des élus, le rôle central de ce qu'on peut appeler, de ce qu'on appelle un portage politique sur ces questions-là. Je vais donc passer tout de suite la parole à Paul-Émile Lézan, donc de la communauté de communes de Puisay-Forterre, qui va nous expliquer un petit peu comment la réflexion a cheminé à Puisay-Forterre autour de cette double question eau-alimentation et surtout justement comment cette communauté de communes, politiquement parlant, travaille autour donc de ces enjeux. Paul-Émile. Ouais, merci Antoine. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, je vais essayer de vous redresser un peu le portrait de notre engagement en Puisay-Forterre sur cette question de l'eau dans finalement nos projets de développement. Alors c'est vrai que là aujourd'hui, on est plutôt axé sur le volet alimentation, programme alimentaire territorial, mais on voit bien que cette problématique-là est beaucoup plus large. Avant toute chose, je voulais juste reprendre quelques éléments de contexte de la Puisay-Forterre. Donc, on est effectivement majoritairement distribué sur Lyon, mais on a un petit bout de notre territoire qui est également sur la Nièvre, et ça a son importance aussi dans la géographie locale. Autre élément intéressant à voir, c'est que finalement, on a coutume de dire que notre paysage finalement est le résultat de l'action de l'agriculture, voilà, qui a pas mal participé à la forme et la singularité de nos territoires. Mais en fait, en creusant un peu la question, on voit bien aussi que l'eau a une importance énorme. On a un territoire qui est très largement couvert par des zones humides qui vont vraiment apporter ces caractéristiques, ces spécificités au territoire, avec cette confrontation entre la Puisay et la Forterre. Alors, c'est une confrontation qui est bien vécue et qui n'est pas du tout négative quand je dis ça, mais qui va vraiment accentuer le regard qu'on peut avoir par rapport à cette lecture du paysage. Et de ce fait-là, les élus ont depuis longtemps en fait eu cette sensibilité-là de préservation, en tout cas d'intérêt pour cette question des ressources au sens large du terme. Et donc, c'est une Comcom qui est relativement récente dans sa forme actuelle, 2017 pour son périmètre actuel. Et en fait, dès 2019, avec le lancement de la politique liée au programme, au PCAET, est apparue cette nécessité de s'engager sur une réflexion de préservation de la ressource en eau. Et donc, dans la foulée, les élus ont souhaité également s'engager sur ce volet de programme alimentaire territorial. Et donc, très naturellement, on a rebouclé sur ce sujet. Il faut voir qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique d'intention, de préfiguration, que ce soit sur les différentes thématiques. Donc, on réfléchit clairement aujourd'hui à la méthodologie qu'on pourrait mettre en œuvre pour avoir une action concrète sur cette thématique. Et c'est vrai que, comme l'a rappelé Lucie, il y a une pluralité d'acteurs qui fait que la situation n'est pas forcément si évidente que ça. Et donc, l'idée, ça va être, je pense, dans un premier temps, en tout cas, c'est comme ça qu'on a formalisé notre réponse sur ce volet-là, ça va être de travailler sur la sensibilisation grand public et élus. Alors, l'action va être différente. Sur le grand public, on va plus chercher à valoriser la connaissance, à comprendre comment le milieu est très fortement impacté par l'activité humaine et les enjeux que ça peut poser sur la ressource en eau. Et sur la partie plus élue et politique, on va rentrer un peu plus dans le volet de l'action et de voir comment on peut arriver à préserver cette ressource. Quels sont les partenariats à mettre en place? Quels sont les outils juridiques, fonciers d'action qu'on peut arriver à mettre en œuvre pour préserver cette ressource? À titre d'exemple, par exemple, là, on va mener une action sur un plan paysage des étangs. Alors, ça concerne une partie très spécifique de la Puisay-Forterre, mais l'idée, c'est de travailler cette notion pluridisciplinaire et de mettre au centre de cette réflexion la ressource en eau au travers de ce système d'étangs qu'on a sur le secteur ouest de la Puisay-Forterre. Et donc, ça va être de mobiliser un certain nombre d'outils en fonction des territoires à destination des élus, que ce soit les élus communaux, mais aussi dans une logique intercommunale,
Donc, c'est tout ce premier niveau de travail. Il va y avoir aussi forcément un enjeu, comme le soulignait Lucie, d'interconnaissance et de partage avec les structures qui gèrent au quotidien cette ressource. On parlait tout à l'heure de la GEMAPI, donc la puisée forterre, c'est 4 bassins versants. Donc avec un enjeu on est au début de la logique de déploiement de la ressource en eau. On alimente pour une grande partie aussi la métropole francilienne. Donc c'est un enjeu très très fort. Donc ce positionnement en tête de bassin. Donc comment on travaille avec les organismes qui gèrent ces questions de GEMAPI. Donc c'est vraiment de favoriser la coordination, le partage dans un premier temps, pour envisager aussi après, dans un second temps, des actions communes. Et il y a cette ressource eau à toutes les échelles, en fait, au final aussi, sur cet axe-là d'interconnaissance, c'est-à-dire que la communauté de communes va être compétente sur l'assainissement, et donc de ce fait-là se pose aussi la question de la gestion de l'eau à ce niveau-là. Donc comment on favorise, parce qu'in fine, l'objectif, c'est d'avoir une qualité de l'eau qui soit la plus remarquable possible. Donc comment aussi sur ce type d'actions qui peuvent de prime abord être éloignées de l'alimentation, comment on boucle la boucle en fait. Troisième niveau d'enjeu, c'est vraiment cette réflexion un peu systémique dans l'approche, et de se dire que voilà, on n'est pas dans une logique à l'inverse de silo. Voilà, on ne traite pas l'eau dans son couloir unique, et on essaie de tisser les interdépendances qui existent. Et Lucie parlait tout à l'heure de cette problématique de bocage, ou en tout cas de réflexion à l'échelle des haies. Mais il y a aussi finalement cette connexion, quand on tire le fil jusqu'au bout, de la réflexion de la forêt et du végétal dans notre territoire. Et donc son impact indirectement sur la ressource et directement sur la ressource en eau, et vice-versa dans l'eau, comment l'absence de l'eau ou une qualité dégradée de l'eau, comment ce point-là agit sur la ressource végétale. Donc il y a vraiment ces trois niveaux d'action. Nous, à l'échelle de la CC, on n'a pas forcément tous les outils pour être en action en première ligne. Donc on va vraiment travailler aussi sur cette logique de coopération. Donc ça va être avec le CPIE bien évidemment, ça va être avec la Chambre d'Agri sur le volet alimentation, agriculture, avec le CNPF sur les questions forestières. Enfin bref, il y a toute une cartographie d'acteurs qui est très importante. On est en train de continuer à bien structurer pour que après on soit efficace aussi dans l'opérationnel. Mais on est bien conscient des limites aussi de nos actions. L'idée aussi, c'est d'arriver à dégager des budgets, hein, clairement, pour arriver à faire. Il faut de l'argent. Donc, c'est aussi cette logique de coopération financière à mettre en place. Donc là, on a renouvelé quasiment tout notre cadre contractuel, que ce soit avec la région, avec l'État, avec l'Europe aussi. Et donc, on a insufflé ce volet-là de connexion entre ces différents systèmes écologiques dans nos nouveaux cadres contractuels. Donc, on prenne le contrat de relance et de transition écologique, qu'on aille voir du côté de Territoire en Action, le nouveau contrat de territoire avec la région, ou notre réponse aux leaders. On a intégré ce volet-là, cette volonté-là dans tous ces contrats pour essayer d'orienter des fonds vers nos programmes d'action. Donc après, ça pourra peut-être être intéressant qu'on puisse se revoir dans un plus long terme pour voir au niveau de la phase opérationnelle ce que ça donne. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, voilà, on est dans le principe d'intention et de préfiguration. Voilà. J'ai essayé d'être bref, mais assez complet. Merci Paul-Émile. De toute façon, on va passer dans quelques instants donc au stade des questions, hein. Il y en a déjà certaines qui sont apparues dans le chat, mais peut-être que vous avez réservé vos questions pour l'oral, entre guillemets. Du coup, Lucie me demandait d'apporter une précision. Elle souhaitait apporter une précision donc, à sa présentation. Lucie, je te repasse la parole. Oui, je voulais juste apporter comme précision
j'ai parlé des questions de filière. C'est vrai qu'on s'est rendu compte aussi que souvent l'échelle de l'aire d'alimentation de captage, du bassin d'alimentation de captage, est trop petite pour développer une filière à cette échelle-là. Donc, d'aller à une échelle plus large qui peut être celle des PAT ou même entre plusieurs PAT, c'est d'autant plus intéressant pour la structuration de filière et que, alors là, le PAT du Grand Poitiers, l'animateur m'en parlait particulièrement qu'en fait, l'agence de l'eau a aussi des aides spécifiques qui peuvent se déployer sur les aires d'alimentation de captage, par exemple pour développer des outils de transformation qui peuvent être intéressantes. Et donc, ça peut amener à prioriser aussi des actions dans ces zones-là pour mobiliser des financements aussi. Voilà, c'est tout. Merci. Merci beaucoup, Lucie. Je vous propose juste, avant donc de démarrer le débat, de vous partager mon écran là, voilà, et de vous montrer ce qu'on entend peut-être par projet intégré de territoire autour de l'eau avec les différents partenaires, acteurs avec lesquels travaille Alter et financeurs, que sont notamment l'ADREA, l'ARS et puis l'agence RMC, l'agence de l'eau RMC. Nous, donc, sur cet aspect projet intégré de territoire, on a défini en fait quatre pistes. D'abord un objectif, qui est une démarche qui est co-construite entre les acteurs d'un territoire qui va servir de fil conducteur pour traiter d'un sujet vaste impliquant une mise en œuvre pragmatique. Et donc, on le voit bien à travers à la fois les interventions de Lucie et puis de Paul-Émile, combien cet enjeu de connaissance des acteurs, comme l'a souligné très justement Lucie, il y a une complexité justement du jeu d'acteurs, il y a des échelles d'action qui sont différentes, il y a aussi cette malheureusement, ce qu'on observe un peu partout, mais le fait de travailler en silo, pour employer donc cette expression désormais bien connue. Donc, tout ça mis bout à bout fait que plaider pour un projet intégré de territoire autour de l'eau, puisque c'est la question qui nous occupe évidemment au sein du réseau Capter et ce matin dans le webinaire, c'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste dans cette méthodologie. Et ensuite, évidemment, l'idée est de construire à la fois en termes d'échelle, en termes de thématique et en termes d'action, ce projet de territoire autour de l'eau. Donc voilà, vous retrouverez ça aussi en détail sur le site d'Alter, mais ça fait partie des éléments de méthodologie que je voulais vous fournir. Alors, sur les premières questions qu'on a eues dans le chat, il y en a une qui est arrivée assez rapidement pendant la présentation de Lucie. C'était, et je passerai peut-être la parole à Lucie et à Paul-Émile, donc pour qu'ils puissent répondre justement, c'est comment identifier les acteurs de l'eau sur son territoire lorsqu'on anime un PAT. Alors, c'est Anne Bonour, je crois, d'une Comcom, de la Comcom de La Palisse, qui nous posait cette question. Donc, on n'est pas en Bourgogne-Franche-Comté. Mais donc, voilà, cette première question autour de l'identification des acteurs de l'eau. Lucie, est-ce que tu souhaites répondre? Comment, Oui. Paul-Émile? Alors, oui, c'est vrai que c'est un gros sujet puisqu'en fait, l'éclatement des compétences ne facilite pas. On se rend compte d'ailleurs que c'est un besoin auprès des chargés de mission PAT, peut-être d'avoir un point sur qui a la compétence en termes qui a les différentes compétences sur l'eau, puisque c'est vraiment éclaté. Alors, sinon, je dirais que une des solutions peut être de se rapprocher, par exemple, de la DDT ou d'un autre interlocuteur qui aura des informations. Et sinon, il y a aussi les informations sur Internet qui peuvent être un peu dispersées. Mais voilà, par le réseau, nous, c'est sûr que c'est une des premières étapes, effectivement, pour travailler là-dessus. Et ça dépend des territoires aussi, puisqu'il y a des coins, il y a des endroits où il y a des gros syndicats, par exemple, et là, ça facilite. Mais voilà, je dirais que il faut vraiment aller chercher l'information et ça peut être aussi en mobilisant les interlocuteurs, en demandant de l'aide. Tu confirmes, Paul-Émile, de ton côté, ce travail d'identification? Oui, après, je pense que si j'ai bien compris, cette personne est dans une communauté de communes. Donc, normalement, il y a un enjeu de compétences direct de l'EPCI sur, à minima, les questions de GEMAPI. Donc, il doit y avoir moyen de relier, mais en bouclant effectivement avec la DDT, c'est un bon moyen, en tout cas, d'avoir déjà ce volet préservation du milieu et risque inondation, quoi, de comprendre comment déjà la logique du territoire, comment le territoire fonctionne par rapport à cette problématique.
Merci. Alors, j'ai une autre question, toujours dans le chat. Et encore une fois, n'hésitez pas donc, à continuer à les poser dans le chat, mais aussi à nous faire signe pour que qu'on puisse vous donner la parole, hein, et que vous posez votre question directement, à présent qu'on est dans ce temps du débat. Donc, une autre question dans le chat qui émane de Laurence Vuitton, qui est chef de projet en route vers l'accompagnement de la transition agroécologique dans une Comcom ou dans une commune, en tous les cas, de l'Isère, Chaparayan, plus précisément. Donc, Laurence Vuitton nous demande quelles sont les principales fractures culturelles, intérêts politiques, intérêts économiques entre interlocuteurs que vous rencontrez dans la mise en place de vos projets. Donc, Paul-Émile, puis Lucie, vous pouvez peut-être répondre à cette question. Se lance. C'est compliqué. Je pense que l'enjeu, il va très certainement être sur un intérêt économique, clairement. En tout cas, comme souvent, en fait, au final, dans les politiques publiques d'aménagement du territoire, quand on en vient à toucher à des intérêts économiques qui entraînent, notamment là sur le volet agriculture, qui entraînent des changements de pratiques assez drastiques, notamment si on reprend la question de l'eau par rapport à l'élevage. Je pense que c'est les principaux freins, ils sont là. Donc, je pense que l'envie et le constat de base, il est partagé. Le changement climatique, voilà, sur la problématique eau, voilà, aujourd'hui, Lucie l'a très bien montré aussi au travers des articles de la presse au quotidien. On voit bien qu'il y a une tension très très forte. À partir du moment où le constat est fait, après, dans la mise en œuvre de l'action et le changement de pratique, c'est là où en fait on va rencontrer les premiers freins. Et ce, même dès la phase d'initiation de préfiguration, comme on est nous aujourd'hui en Puisaye-Forterre. Donc après, il y a deux leviers par rapport à ça, en tout cas dans les médias qui nous apparaissent, c'est de contrebalancer, d'essayer d'apporter un soutien tout bonnement financier dans un premier temps. Donc après, voilà, c'est des choses qui sont encore complètement à l'étude chez nous, hein, donc j'aurais du mal à vous dire, vous donner les résultats, mais en tout cas, c'est des pistes de réflexion. Donc, apporter un soutien financier de la Comcom aux bénéficiaires, aux personnes en tout cas qui souhaitent s'engager dans un changement de pratique. Et après, il y a cette question aussi, là où on peut agir, nous, en tant que Comcom, ayant la vision globale du territoire, il y a vraiment cette question de filière et d'identifier les interdépendances, voir comment les leviers d'action qui peuvent être mis en œuvre, avec cet objectif plutôt de préservation du milieu et des ressources. Encore une fois, voilà, en disant ça, ça peut paraître très basique. C'est pour ça que je pense que ça serait intéressant qu'on puisse se revoir dans un moyen long terme pour voir comment après on a mis tout ça en œuvre. Mais pour nous, en tout cas, l'approche Comcom, c'est vraiment sur ces deux leviers-là dans les médias où on se dit qu'il y a certainement des choses à faire. Lucie ? Pour compléter, je disais qu'il y avait déjà des langages qui pouvaient être différents, effectivement, entre parfois acteurs de l'eau, de l'alimentation. Ce qu'on s'est rendu compte sur l'enquête du stage aussi, c'est que l'eau a aussi plus une ressource et du coup parfois paraît moins, voilà, d'avoir une approche plus, les acteurs de l'eau parfois ont une approche plus environnementale. On a parfois un certain nombre de personnes qui se disent l'eau, voilà, c'est quelque chose qui est un imaginaire autour d'une eau abondante, etc., qu'on n'a pas forcément autour de l'alimentation, qui peut plus être appréhendé selon un aspect économique, qui nécessite un travail humain. Donc, des fois, c'est vraiment pas la même manière de traiter ces deux sujets, même si ça évolue beaucoup. Et pour illustrer une autre illustration de fracture ou de point d'achoppement qu'il peut y avoir entre PAT et eau, c'est que souvent par les PAT, on essaye il y a plein de PAT qui essayent de développer le maraîchage, et qui dit maraîchage dit souvent irrigation. Donc ça va pas forcément dans le sens des objectifs d'économie d'eau. Donc il y a à concilier, des moyens de conciliation à trouver. Voilà, pour faire rapide. Et tout à l'heure, on parlait des acteurs ressources sur l'eau. Il y a aussi bien sûr les agences de l'eau qui peuvent aider à identifier. Merci beaucoup. J'avais bien conscience que ma question était un petit peu délicate, mais vous vous êtes prêté au jeu avec brio. Merci beaucoup.
Eh bien, merci à vous de nous l'avoir posé. Vous n'hésitez pas à en poser d'autres. Et il y a Monsieur Étienne Henriot qui lève la main depuis quelques temps déjà. Donc, je vous passe la parole pour votre question. Oui, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bien. Donc, Étienne Henriot, moi je suis agriculteur élu de la Chambre de Lyon, mais également de la Chambre régionale d'agriculture DRC, où je préside le comité d'orientation territoire-environnement qui a bien sûr en charge toutes ces questions au changement climatique, etc. Alors déjà, remercier les intervenants parce qu'ils ont bien balayé les sujets, entre autres PAT, lien eau, alimentation, territoire, parce que bon, c'était un peu important, disons, de balayer ce décor pour faire part un peu à la fois et des questions et des volontés des uns et des autres. Donc c'est vrai que ces projets de PAT montent en puissance. Nous, on le voit à l'échelle de nos départements, à l'échelle bien sûr de la région. Pour y rajouter à ça, et je voyais entre autres Mélissa qui évoquait les, comment dirais-je, la concentration entre guillemets des outils agroalimentaires, parce qu'en fait, il y en a très peu dans notre région, mais qui sont plutôt nord Yonne, voire sud, quand on regarde la carte sur le Jura par là. Donc, il y a aussi la priorité, et bien évidemment, pour ce qui concerne le monde agricole, c'est d'être au rendez-vous des mises en place des PAT. Ça, c'est bien sûr une priorité. Mais il y a aussi des attentes des grandes métropoles qui sont proches de nous, et qui sont Paris, et qui sont également Lyon. Donc ça, on le sent. Et bon, il y a, tout le monde le sait. Bon, je crois que c'est Paul-Émile qui évoquait Haute-Paris. Donc déjà en termes d'eau, effectivement, un département comme Lyon envoie à Paris presque autant d'eau qu'il y a d'eau consommée par les consommateurs de Lyon. Donc c'est quelque chose d'important. Et aujourd'hui se révèlent aussi les besoins en alimentation au niveau, entre autres, des collectivités. Donc ça, c'est un travail que l'on fait. Après, sur la question de la ressource en eau, donc vous avez évoqué le problème qualitatif, ça c'est vrai, hein, on le sait, on travaille sur ces sujets-là, aussi bien, enfin ceux qui sont intervenus le savent. Ensuite, sur l'aspect quantitatif, on part déjà d'un bilan. Alors, il faut savoir que au niveau chambre régionale, on a évoqué Oracle, entre autres, mais il y a tout un travail de réflexion qui est engagé au niveau de la région avec les départements pour justement essayer d'apprécier cette évolution à la fois du changement climatique et de l'alimentation en eau, puisque effectivement, depuis quelques années, les choses s'accélèrent et on sent bien qu'il y a de vraies problématiques qui se font jour. Donc, les deux grands, on va dire, les deux grands sujets de consommation, c'est les productions végétales et puis l'abreuvement des animaux. Alors, on a regardé, nous, dans le cadre d'un travail qui était lancé, ça s'est appelé Barème eau et changement climatique, qui avait été engagé par le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement, il y a en 2021, et puis c'est prolongé sur 2022. Donc, on a traduit ça au niveau de la région et on a travaillé sur ces questions-là pour essayer d'aboutir à comment dirais-je, déjà à des constats, mais surtout aussi trouver des solutions et des actions à mener. Parce que là, on parle beaucoup d'état des lieux, mais il faut aussi, à un moment, agir. Donc, on a regardé déjà en termes de prélèvement, c'est vrai qu'on est une des régions en France qui prélevons au niveau agricole le moins d'eau dans le milieu, puisqu'on doit être à peu près à 5% de prélèvement toute consommation confondue, et tout prélèvement confondu, bien sûr loin derrière l'eau potable, loin derrière l'industrie, et puis ce qui est le plus grand consommateur, et ça a été évoqué par Paul-Émile en termes de bassin versant, ce sont les canaux. Puisque c'est là où on consomme nettement beaucoup d'eau et qui n'est pas restituée, disons, dans nos territoires, puisque ça s'en va, ça quitte notre territoire. Donc, lorsque nous, on est confronté à cette difficulté, entre autres, de la ressource en eau, de l'aspect qualitatif,
alors que l'on parle en irrigation, on doit être à peu près à 1 à 2%. Sur les 5% prélevés, c'est à 2%, c'est-à-dire qu'il y a très très peu d'irrigation sur le territoire de BFC. Alors bien sûr, l'irrigation, certains s'inquiètent parce qu'effectivement, c'est pendant les périodes d'étiage où on a bien sûr recours à l'irrigation. Pour autant, je pense qu'on peut raisonner de façon intelligente la question des ressources en eau, même si ça fait débat dans notre région. Il faudra bien quand même que l'on puisse en discuter pour savoir est-ce qu'on doit mobiliser de la ressource en eau et si on la mobilise, dans quel cas on le fait et comment effectivement on le fait sans porter atteinte de façon irraisonnable au milieu. Et entre autres, dans les PAT, on parle du maraîchage. Lucie l'a dit, sans eau, on ne peut pas faire de maraîchage. Et donc, il va bien falloir trouver quand même, si on veut développer le maraîchage, qui a beaucoup diminué dans notre région, comment on fait pour pouvoir mettre en place du maraîchage et qui va pouvoir alimenter, entre autres, les demandes qui peuvent être faites dans le cadre des PAT. Donc, ça veut dire qu'il faudra bien se poser cette question des retenues au niveau de notre région, de le faire de façon intelligente. Je pense qu'il faut que ce soit plutôt dans le cadre de multi-usage. Ça a été évoqué aussi dans le raisonnement des PTGE. Et c'est là où je pense qu'on peut trouver autour de la table l'expérience qui est menée actuellement, enfin pas l'expérience, on va dire le projet qui est engagé sur le bassin Armançon-Serein est un exemple intéressant puisque il est porté par les collectivités. Donc quand on dit mettre tous les acteurs autour de l'eau, je pense que là, effectivement, c'est tout à fait nécessaire. Et ça peut être un exemple, disons, d'un travail au niveau de bassin versant pour pouvoir aborder toutes ces questions de l'usage de l'eau au niveau d'un territoire. Alors, c'est pas évident à mettre en place. Faut trouver des autorités qui vont être en compétence pour le faire. C'est des collectivités qui, théoriquement, doivent le faire. On a des exemples dans le Loiret, à Nogent-sur-Vernisson. Donc, c'est pas impossible, mais néanmoins, il faudra bien, quand même, malgré tout, se poser des questions. Après, sur les filières, Monsieur Orion, oui, il nous reste 5 minutes, j'ai encore 2 questions. Donc, si vous pouviez juste conclure, je suis désolé de vous faire accélérer non, en mais quelques. ça y est, en- je termine. Sur les questions des filières, donc effectivement, on a un travail à faire aujourd'hui au niveau de la région. Mais après, les filières, ça se construit. Et il faut aussi, sur un plan à la fois économique et de débouché, on soit au rendez-vous. Il ne suffit pas de dire je vais planter ceci ou cela, ou élever telle ou telle espèce, si effectivement on n'est pas au rendez-vous. Donc voilà, enfin, j'aurais bien sûr pu continuer longtemps, mais je m'arrête. Non, merci beaucoup. C'est toujours désagréable de couper la parole à quelqu'un. J'en suis désolé, mais effectivement, le temps nous presse un peu. Mais comme ça a été dit, on aura l'occasion de se revoir, hein. Le réseau Capter voilà, va organiser d'autres rencontres en présentiel notamment. Donc, pas de crainte là-dessus. On aura l'occasion de s'étendre sur ces sujets-là. Je vais tout de suite passer la parole à Claire Pernet qui levait la main virtuellement parlant donc depuis quelques temps. Claire, c'est à toi. Oui, bonjour à tous, merci. Oui, c'était pour rebondir sur mes questions dans le chat. Et donc déjà, merci quand même pour tous les échanges parce que c'est une question importante et c'est bien de pouvoir croiser les réflexions. Et je pense qu'on pourrait aussi faire la même chose dans le réseau des PAT. Moi, je suis sur le PAT du Clunisois et donc depuis le début, la question de l'eau est présente. Donc, comme je disais dans le chat, avec un groupe de travail interne pour le commencer et qui a vocation à être élargi, donc avec les élus et techniciens sur les différentes thématiques qui touchent à l'eau, donc en transversalité. Et en fait, bon, on tâtonne encore un petit peu sur ce sujet-là, et puis aussi faute de temps d'ailleurs. Mais la demande principale, elle émane, comme ça a été dit par Lucie Liège et par Monsieur Henriot, directement du besoin de développement du maraîchage et de l'arboriculture, donc nécessaire sur le territoire, et donc des questions autour de l'installation, de la transmission, de la gestion du foncier, des sols, etc. Et en fait, la question que je posais, c'était savoir à tout hasard s'il y avait des territoires qui justement avaient réfléchi déjà un peu plus en amont sur les différentes, je ne sais pas, sur des règles d'aide à la décision ou carrément des décisions politiques, un peu sur quelle technique prioriser en termes de stockage de l'eau ou quelle technique combiner. Donc ça a été un petit peu évoqué par Monsieur Henriot et je pense que
c'est une question délicate qui est peu abordée encore, en tout cas peu tranchée, mais voilà, c'était avoir un peu un retour là-dessus. Et puis, l'autre question, c'est que je sais qu'il y a des départements qui connaissent parfaitement leurs ressources en eau en sous-sol. En Saône-et-Loire, ce n'est pas du tout le cas. Donc, nous, on a une inquiétude, que ce soit en termes d'impact sur la biodiversité et puis, du coup, du fait aussi du développement du maraîchage qui pourrait amener à développer les forages en eau. Donc, avoir du coup un impact sur les eaux de fourrage et sur les conditions favorables à la biodiversité qui est protégée, notamment via dans la zone Natura 2000. Et donc, on cherche à se faire financer une étude sur la connaissance de l'eau en sous-sol, mais on n'y parvient pas, et notamment parce qu'on nous dit qu'il faut que ce soit pris en charge dans le PTGE, mais le PTGE, vu que l'EPAGE vient de se mettre en place et qu'en plus, il y a 6 collectivités dans le PTGE, pour le moment, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Donc, on bute un peu là-dessus. Donc, pareil, je voulais savoir s'il y en a qui avaient pu travailler sur des choses de ce type. Merci. Merci Claire. C'est des questions très ouvertes. Donc, on peut peut-être laisser répondre, et ça sera malheureusement la dernière question, mais je vous propose que, à la limite, si vous avez d'autres questions, j'en fasse part aux différents intervenants, et puis qu'on vous réponde. On a vos mails, on a tout ce qu'il faut, et qu'on vous réponde, et puis vous pouvez joindre aussi les intervenants. Bref, voilà, on va répondre à la question de Claire, Lucie, Paul-Émile, et puis on conclura là-dessus. Moi, je suis pas sûre d'être la mieux placée pour répondre. Je pense qu'il y a peut-être des personnes qui sont dans le public qui seront qui auront des éléments de réponse. Pour des critères d'aide à la décision par rapport aux quantités d'eau, j'en ai pas en tête. J'aurais tendance à dire que peut-être ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil sur ce qui se fait dans le sud, mais voilà, je préfère laisser répondre d'autres personnes si vous avez des éléments de réponse. Et idem pour la question des financements. Alors, est-ce que dans l'assistance, en dehors donc de Paul-Émile et de Lucie, des intervenants veulent apporter une petite et très courte précision là-dessus, puisqu'encore une fois, le temps nous fuit, ou bien est-ce que par rapport à la question de Claire et d'autres questions qui sont apparues dans le chat, est-ce qu'on retravaille un petit peu là-dessus et on vous répondra? Donc, encore une fois, on a vos mails, on a tout ce qu'il faut et on vous répondra donc en prolongeant ce webinaire sur le site d'Alter et dans les autres canaux d'information. Est-ce que quelqu'un a tout de suite un élément de réponse, par exemple, à apporter? Bien. Bon. Bah, écoutez, il est midi, un peu plus de midi. Je vous remercie parce que vous êtes restés la plupart tout le long de ce webinaire. Hein, donc, ça prouve que c'est un sujet qui intéresse et sur lequel on se pose beaucoup de questions. Il y a une dernière petite question qui est arrivée. Allez, je la pose, de Daniel Buteau. Donc, est-ce que le CPIE a vocation à s'étendre dans toute la Nièvre? Ah, voilà, ça suscite des intérêts, hein, Lucie. Non. Il y a un autre CPIE au sud, qui se situe vers Autun, donc qui prend en charge plutôt le sud de la Nièvre et nous, on prend plutôt en charge le nord. On se répartit selon les thématiques, mais effectivement, la particularité des CPIE, c'est que c'est des associations qui sont labellisées, donc qui ne mènent pas forcément les mêmes actions. Et donc, avoir le besoin, comment on peut se répartir sur la partie de la Nièvre d'intérêt, enfin concernée en tout cas par cette question. Voilà, merci Lucie. Donc, je vous rappelle que vous pourrez retrouver l'intégralité de ce webinaire sur le site d'Alter d'ici quelques jours, tout comme vous pouvez retrouver également les PowerPoint qui vous auront été présentés donc, par Lucie, le PowerPoint que je vous ai présenté moi du côté d'Alter. Il y aura d'autres ressources qui seront mises en ligne, donc consacrées à ce rendez-vous qu'on a passé ensemble là pendant une heure et demie. Et puis, vous n'hésitez pas non plus, moi, donc on a vos adresses mail, à nous dire si ça vous intéresse de continuer à suivre nos actualités autour donc, de Capter, mais aussi autour de l'alimentation, du changement climatique. Alter Bourgogne-Franche-Comté est multithématique. Donc, c'est aussi l'avantage de pouvoir croiser tous ces réseaux. Donc, voilà, on espère vous avoir, en tous les cas, avoir répondu à une partie des questions que vous posiez, mais à une petite partie, évidemment, compte tenu du temps. Et on vous donne rendez-vous très prochainement pour davantage donc, de ressources à partager, de retours d'expérience et de discussions entre les différents acteurs. Merci beaucoup, Paul-Émile, et merci beaucoup, Lucie, en tous les cas, pour vos interventions. Et merci à toutes et tous de votre participation.